Bonjour, on se retrouve pour parler des températures. Alors la température se mesure avec un thermomètre, nous l'avons déjà dit, et on va voir un petit peu les actions de cette température. Un petit rappel, les températures vont influencer l'évaporation au niveau des océans et des mers, les précipitations quand ces températures vont baisser, et les différences de température entre deux masses d'air vont provoquer les vents. Alors, comment varient ces températures? Eh bien, la première chose, c'est qu'elles vont varier, bien sûr, suivant la latitude. On a vu que le rayonnement était également variable suivant la latitude. La conséquence directe, c'est une variation de température. On va pouvoir distinguer trois zones en fonction des températures moyennes annuelles. Au niveau des pôles, nous aurons une zone froide qui est en bleu ici sur votre présentation. Il y a une zone chaude qui globalement se situe entre les tropiques et une zone tempérée qui va se situer entre le froid et le chaud. On va pouvoir parler maintenant un petit peu de la nébulosité. Alors cette nébulosité, c'est-à-dire la présence de nuages, va diminuer de façon importante la lumière qui arrive au niveau du sol. Il fera moins chaud quand il y a des nuages. Ainsi, les régions les plus chaudes vont être situées au-dessus de l'équateur et notamment au niveau du Sahara et non pas au niveau de l'équateur, tout simplement parce qu'il y a moins d'évaporation et donc moins de nuages. Cependant, on peut noter quand même que les nuages et l'atmosphère stoppent également le rayonnement infrarouge émis par la Terre, ce qui va provoquer bien sûr l'effet de serre. Alors, influence de l'altitude. La température diminue globalement de 1 degré par 100 mètres par temps sec, de 1 demi-degré pour 100 mètres par temps humide. Des fois on se situe plutôt un petit peu entre les deux. Donc à chaque fois qu'on s'élève en altitude, la température diminue. C'est important puisque ça va être un lien direct avec la condensation et les précipitations qui sont plus importantes en montagne qu'en plaine. À noter aussi que l'exposition Adrée versant sud et Ubac versant nord vont également influencer les températures du milieu. Parlons un peu maintenant de l'influence de la température sur les êtres vivants. Premier exemple, donc, c'est la dormance. Un passage au froid est nécessaire pour lever la dormance des graines. C'est un moyen, donc, pour les végétaux, d'éviter que les graines ne germent à l'automne et que les plantules fragiles gèlent durant l'hiver. Cette levée de dormance est utilisée par les pépiniéristes pour produire des plants en serre. Ils lèvent la dormance artificiellement par un passage au frigo ou un trempage des graines dans l'azote liquide à moins 176 degrés. À noter que lorsque les températures diminuent, certains insectes également vont stopper leur développement. On dit qu'ils entrent en diapause, il n'y a plus de mue et leur développement va reprendre quand il y aura retour de conditions plus favorables. Ébourement. Les plantes doivent recevoir une certaine somme de chaleur. Et si le printemps est précoce, cette somme de chaleur sera atteinte beaucoup plus tôt dans l'année, au risque de mettre en péril donc la croissance, la floraison et la fructification en cas de gelée tardive. Donc, à savoir que la somme de chaleur est fonction évidemment de l'espèce, mais également de sa provenance. On revient sur la photosynthèse. La photosynthèse donc ne peut pas se dérouler en dessous des températures de 5 à 7 degrés. Et également, il faut savoir que une variation de température entre le jour et la nuit est favorable à la photosynthèse. Si, par exemple, dans une période très chaude, les nuits ne sont pas fraîches, eh bien, on constate une diminution de la photosynthèse et de la production des végétaux.
La température a également une influence sur la répartition de la végétation. Elle va se répartir sur des espaces qui présentent une saison de végétation, c'est-à-dire conditions climatiques qui sont favorables, dont la durée va être satisfaisante pour que le végétal puisse boucler son cycle de développement. La germination ou le débourrement, la croissance, la floraison, bien évidemment la fructification et l'ahoutement pour les arbres. L'ahoutement, c'est la période où les jeunes rameaux se lignifient et deviennent donc suffisamment résistants pour l'hiver. Alors on distingue différentes adaptations des animaux à la température. Une certaine température est nécessaire à la réalisation de leur métabolisme. Donc on va distinguer les animaux qui sont homéothermes, c'est un animal qui a une température interne constante, et puis ceux qui sont poikilothermes, ce sont des animaux qui ont une température interne variable. Comme ils ont de toute façon besoin de chaleur, il va falloir qu'ils trouvent un moyen pour se réchauffer, soit en se mettant au soleil, soit en utilisant des mouvements pour se réchauffer. C'est le cas par exemple de certains papillons qui vont battre des ailes et la chaleur qui est produite par les muscles va leur permettre de réaliser leur métabolisme. Alors si les températures sont extrêmement froides, eh bien on va trouver donc différentes adaptations. Les animaux ont différentes tactiques pour se protéger des froids extrêmes. Donc on constate que dans les régions froides, les animaux sont beaucoup plus volumineux. C'est la règle de Bergman. Ça leur permet de limiter les déperditions de chaleur, donc comme le bœuf musqué ou les ours polaires. Un autre élément aussi, c'est la réduction des appendices. Toujours pareil, pour éviter les déperditions de chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'Allen. Donc souvent, ils ont des pattes plus courtes et des oreilles plus petites. Ils se protègent également par une fourrure épaisse, voire une couche de graisse, comme notamment la baleine bleue. Certains qui n'ont pas les moyens de se protéger vont opter pour un état de vie ralenti. Ils vont hiberner, c'est-à-dire que leur métabolisme va être ralenti et ils n'auront aucune activité pendant toute la saison froide. C'est le cas notamment des marmottes. Et on distingue ces animaux qui hibernent de ceux qui hivernent. Ils sont beaucoup moins actifs, ils sont protégés généralement dans un terrier, mais ils peuvent également se nourrir et avoir un minimum d'activité comme les ours. Comme ce hérisson par exemple. Il a passé tout l'automne à faire des réserves de graisse, avant de se confectionner un nid douillet pour passer l'hiver à l'abri. Sa température corporelle va descendre jusqu'à 0 degré minimum, pas en dessous. Son cœur va passer de 180 à 10 battements par minute, et sa respiration va diminuer entre 4 et 7 respirations par minute. Si tout se passe bien, il ne se réveillera qu'au printemps. Chez les végétaux, on constate également un état de vie ralenti avec une réduction de la circulation des sèves, la chute des feuilles, parce qu'elles ne sont plus utiles puisque la photosynthèse n'aura pas lieu. Les bourgeons sont protégés par des écailles. Et dans cet état, eh bien, ils ont une certaine résistance au froid, en tout cas plus importante qu'au moment de la saison de végétation. Et cette résistance est variable suivant les espèces également. Vous avez notamment l'eucalyptus qui résiste à des températures de moins 10 degrés, alors que le pin cimbro, qui est une espèce d'altitude, il va résister facilement à moins 30 ou moins 40 degrés. Dans le cas où les températures sont extrêmement chaudes, les végétaux transpirent. Cette perte d'eau leur permet de réguler leur température. On constate également un arrêt de croissance par très forte chaleur. En effet, les stomates se ferment pour éviter toute perte d'eau supplémentaire et cela réduit également les échanges gazeux de la photosynthèse.
Les végétaux s'adaptent pour perdre le moins d'eau possible en réduisant la taille de leurs feuilles, comme les cystes dans la garrigue ou les romarins. Ils peuvent également constituer des réserves d'eau, comme c'est le cas pour les plantes succulentes. Les animaux transpirent pour se rafraîchir. Ils développent des moyens pour éviter d'avoir trop chaud. Ils ont de longues pattes, ils ont une rapidité de déplacement sur les sols qui sont très chauds. Ils peuvent se mettre à l'abri dans le sol en journée, ils vont aller s'enterrer et ils développent une vie plutôt nocturne. Ils peuvent également aussi entrer en estivation, c'est-à-dire sous une forme de vie ralentie. D'autres stratégies existent, comme certains systèmes de récupération d'eau qui se trouvent au niveau des narines ou dans les oreilles qui peuvent être de grande taille. Voilà, le chapitre facteurs climatiques, température est terminé. Je vous dis à bientôt.